Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour ce webinaire santé-sécurité. C'est le numéro 5 de la série 2025. Et du coup, ça sera le dernier au calendrier pour cette année. Je suis Vincent Garneau, je suis responsable régional pour la thématique développement durable et RSE pour la CCI Occitanie. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagné de ma collègue de la CCI du Gers, donc Sarah Mathieu, qui co-anime avec moi ce webinaire. Bonjour. Donc sur l'heure et demie que nous allons partager ensemble, la thématique du jour, en fait, c'est le lien entre attractivité et des insertions professionnelles. Pour rappel, ce webinaire, il s'inscrit dans un partenariat des chambres d'Occitanie avec la DRETS Occitanie. L'objectif de ce partenariat, c'est de vous présenter les thématiques du plan régional santé-travail et également de vous faire découvrir les outils qui sont mis à disposition à travers ce dispositif. Donc, par l'intermédiaire des webinaires pour vous présenter les outils, méthodologies, et également par l'intermédiaire d'ateliers où on va pouvoir plus approfondir. Sur la partie webinaire, du coup, où on est plus sur du format descendant, vous savez on a un fil rouge, c'est-à-dire qu'on vient vous présenter un petit peu le contexte, les enjeux, la réglementation. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui sur la partie 1, donc avec la DRETS Occitanie et Virginie Nègre. Ensuite, voilà, on fait un focus sur les outils, les acteurs de la prévention qui sont à votre disposition pour vous accompagner sur la thématique qu'on traite. Donc là, aujourd'hui, c'est Emmanuel Albert de la RACT qui interviendra sur cette partie-là. Ensuite, on a un professionnel de santé qui vient présenter la démarche de prévention, puisque eux sont en appui de ces démarches. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'émission du service de santé et de prévention au travail, et notamment la cellule PDUP. Donc là, on a Aprévia, avec le docteur Garceran qui interviendra. Et puis enfin, on a toujours, dès que c'est possible, et c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est un témoignage d'entreprise qui vient présenter la thématique, un petit peu comment elle a abordé cette thématique chez elle, et ensuite le plan d'action, comment ça a été mis en place, les résultats et les perspectives d'avenir. Donc aujourd'hui, on accueille l'entreprise Agrivia avec sa directrice, Madame Vidal, qui va nous présenter ce qu'elle a mis en place. Et on garde un petit temps d'échange voilà, pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, comme habituellement, on prendra les questions en fin de webinaire. Donc, vous pouvez les inscrire dans l'espace conversation et on les posera en fin de webinaire à nos intervenants. Voilà. Pour la partie introductive, du coup, je cède la parole à Virginie Nègre. Je vous souhaite un très bon webinaire. Si j'enlève, si j'allume mon micro, c'est beaucoup mieux. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Virginie Nègre. Je suis responsable du service santé et sécurité au travail à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, je représente l'État et j'ai diverses missions, dont celle de référente du plan régional santé-travail. Ce que je vous propose, c'est de vous expliquer assez rapidement et synthétiquement ce qu'est le PRST et puis de reposer les thématiques qu'on va aborder plus spécifiquement au cours de ce webinaire. Donc le PRST, c'est quoi? Au-delà de l'acronyme, c'est un plan qui fédère tous les acteurs de la prévention au niveau régional, un plan qui à l'origine est un plan national, le plan santé-travail, et qui est décliné dans toutes les régions de France. L'idée, c'est de travailler sur une feuille de route commune et sur des axes qu'on estime comme prioritaires par rapport à un diagnostic régional. Voilà, donc on s'appuie sur un diagnostic territorial, on travaille avec absolument tous les acteurs, dont les partenaires sociaux, sur une feuille de route commune. Sachant qu'en Occitanie, notre PRST, Plan Régional Santé-Travail, est complètement opérationnel. L'idée, c'est la cible principale, c'est la très petite entreprise et la petite et moyenne entreprise qui constitue à peu près 86% de notre tissu économique.
Donc le PRST, c'est qui? Je l'ai dit, tous les acteurs de la prévention, dont l'État, l'ARS, l'ADREAL et la DRETS évidemment, mais également des acteurs tels que la CARSAT, l'ARAC, l'OPP-BTP, les caisses de MSA, la GFIP, les chambres consulaires et les partenaires sociaux. Notre PRST en Occitanie, c'est un PRST, 5 axes et 16 actions, plus de 30 partenaires pilotes, plus de 150 contributeurs, une centaine d'outils à votre disposition et plus de 3000 personnes sensibilisées. Donc, au-delà de la thématique qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, vous avez un panel d'outils à votre disposition sur le site internet du plan régional santé-travail qui ont été co-construits par les partenaires de la prévention. Mais je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, hein. On a choisi 2 thématiques qui se rejoignent, enfin une cible et une thématique. La thématique, c'est la prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle. Je vous expliquerai pourquoi on a souhaité ajouter usure professionnelle. Et on s'est dit que ça serait intéressant de travailler, en tout cas de cibler les salariés expérimentés, dits seniors. Alors, qu'est-ce qu'une personne, un salarié senior? Eh bien, il y a plusieurs, il y a plusieurs écoles, mais en tout cas, nous, on estime qu'à partir de 50 ans, on est senior, donc salarié expérimenté. Alors, pourquoi cette cible? Parce que les problématiques de santé au travail, d'usure et de désinsertion professionnelle augmentent avec l'âge. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on se rend compte que les seniors, hein, les salariés expérimentés, sont surreprésentés parmi les travailleurs handicapés. Et ensuite, on se rend compte que c'est une population qui est particulièrement victime de discrimination. Enfin, c'est un sujet qui est éminemment d'actualité à travers les débats qu'il y a au niveau national, mais aussi parce qu'il y a une loi du 24 octobre 2025 pour l'emploi des salariés expérimentés et l'évolution du dialogue social qui transpose des accords nationaux interprofessionnels. Et l'idée de cette loi, c'est d'abord de promouvoir l'emploi des salariés expérimentés, de renforcer leur parcours professionnel, de demander aux branches et également aux entreprises de plus de 300 salariés de négocier spécifiquement sur l'emploi des seniors tous les 4 ans avec des thèmes clés que sont le recrutement, le maintien dans l'emploi qu'on va aborder ici, les aménagements de fin de carrière et la transmission des savoirs. Et juste rajouter pour être tout à fait complète que on croit que pour avoir une approche globale des choses, en Occitanie, on a souhaité mettre en place un plan régional pour renforcer l'emploi des travailleurs de plus de 50 ans. Ce plan est à votre disposition sur le site internet de la DRETS. La désinsertion professionnelle. Donc, on a vu la cible, mais que signifie désinsertion professionnelle? D'abord, un chiffre clé, plus de 14 000 salariés ont été déclarés inaptes par les services de prévention et de santé au travail en 2023. Donc, ce chiffre résulte d'une enquête DGT qui date de 2024. Et l'objectif, j'allais dire, premier de la désinsertion, de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est justement que ces salariés ne soient pas déclarés inaptes. Donc la désinsertion, c'est un processus d'exclusion durable d'un salarié de l'emploi lié à un problème de santé. Alors ce problème de santé, il peut être individuel, typiquement une maladie chronique évolutive, à titre d'exemple, diabète, cancer, etc. Ça peut être aussi le fait de vieillir au travail. Donc, naturellement, nous vieillissons tous, donc on vieillit et donc nous n'avons pas exactement les mêmes aptitudes que quand on était plus jeune. Il faut peut-être parfois adapter les postes, mais il y a aussi l'usure professionnelle, c'est-à-dire vieillir par le travail. C'est le travail qui a pour conséquence que la santé de la personne se détériore plus rapidement. Je prends toujours le même exemple. J'allais dire, quand on a 55 ans et qu'on est comptable ou alors charpentier, on n'a pas exactement la même fin de vie professionnelle. Voilà. Alors, les situations de désinsertion, c'est soit un salarié qui est en arrêt de travail et donc il est dans une situation où il faut qu'il
il ne peut pas reprendre le travail parce que son poste n'est plus adapté. Un salarié qui est en restriction d'aptitude, hein, qui a été déclaré par le médecin du travail, soit un groupe, un salarié déclare, enfin, informe sa hiérarchie qu'il y a difficulté sur son poste, qu'il ne peut plus le tenir de la même manière, ou alors il y a des alertes sur une unité de production, une unité de travail, certains salariés se plaignent, et donc là, il y a peut-être un problème de conditions de travail, et puis ça peut être aussi suite à la survenue d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui pourrait être l'élément déclencheur. Alors, je vous ai parlé de la prévention de la désinsertion professionnelle, mais nous, on a souhaité ajouter à ce sigle l'usure professionnelle. Pourquoi? Parce que la prévention de la désinsertion professionnelle, qui vise à maintenir en emploi ou à faciliter le retour à l'emploi des salariés dont l'état de santé rend difficile la poursuite de leur activité dans les mêmes conditions, il y a aussi un objectif de travailler en amont. Donc, d'abord, détecter précocement le risque de désinsertion. L'idée, c'est d'éviter que l'état de santé ne conduise justement à cet arrêt de travail. C'est par certaines alertes dont je vous ai fait part, c'est se dire, bon, là, il faut travailler sur les conditions de travail, mais aussi limiter l'impact de l'usure professionnelle et plus largement améliorer les conditions de travail de l'ensemble des salariés. C'est-à-dire, typiquement, quand on aménage un poste de travail, l'idée, c'est que le collectif de travail puisse en profiter pour éviter les situations de désinsertion pour les autres salariés éventuellement de la même unité de travail. Donc, le terme prévention de la désinsertion et de l'usure professionnelle permet d'inclure cette dimension qui est très importante et notamment pour les salariés expérimentés. Pour terminer, je souhaitais revenir un peu sur les acteurs qu'on peut mobiliser dans ce cadre. Alors, je ne vais pas tous les détailler, d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui m'accompagnent aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Mais j'allais dire le premier acteur, l'acteur de proximité du quotidien, c'est bien entendu le service de prévention et de santé au travail interentreprise, hein, la médecine du travail, l'équipe pluridisciplinaire qui travaille à la fois sur la désinsertion professionnelle, mais aussi sur la prévention des risques, sur l'aménagement des postes, l'assurance maladie, hein, la CEPAM, la CARSAT, les caisses de MSA pour le secteur agricole, qui est le pendant de l'assurance maladie, les Cap emploi pour l'accompagnement des salariés en cours de reconnaissance ou qui bénéficient d'une reconnaissance de travailleurs handicapés, pardonnez-moi, l'AGFIP qui finance un certain nombre d'aides d'adaptation au poste, et puis également l'ARACT qui participe à l'appui méthodologique, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention de l'usure par des accompagnements auprès des entreprises de la région, mais je pense qu'Emmanuel Albert vous en dira plus. Donc, pour terminer mon propos, juste vous dire que nous proposons deux rendez-vous importants en présentiel hein, dans le cadre du plan régional santé-travail, deux rendez-vous du PRST Tour à Perpignan le 9 décembre et à Toulouse le 11 décembre. Et ces rendez-vous aborderont cette thématique au cours d'une table ronde qui réunira les acteurs de la prévention. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, je vais laisser la main à Emmanuel Albert pour la RAC qui va rentrer un petit peu plus spécifiquement dans le sujet. Merci. J'ai pas la main, Vincent, hein. Ben, c'est normal, il faut la prendre. Ah, c'est quoi? Pas C'est de contrôlé, souci. hein, c'est ça? Oui, Ouais, exactement, voilà. ouais, c'est bon. Super. Voilà. Donc, je fais les Euh, bilans. ok. Bonjour tout le monde, donc Emmanuel Albert. Donc moi, donc je travaille à l'ARAC, donc l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Ma présence aujourd'hui, elle est liée au fait que je suis copilote avec Madame Bernal Thomas de l'ADRET, de l'axe prévention des insertions et usures professionnelles. Et l'idée un peu de ma présence, c'est de pouvoir vous présenter les travaux qui ont été menés dans le cadre de ces groupes de travail. Alors, je suis reparti du schéma qu'avait présenté Virginie pour vous présenter l'ensemble des acteurs qui ont été présents dans les différents groupes de travail, avec à la fois une réflexion autour des cibles et puis des objectifs justement des travaux à mener. Les cibles, Virginie l'a bien présenté, la cible effectivement principale des travaux du PRST, c'est
les entreprises, les PME, les TPE, etc. Lorsqu'on a commencé à structurer, enfin de réfléchir autour de la structuration d'un certain nombre d'outils, il nous semblait important de travailler également autour d'une cible que sont les acteurs relais, de manière à pouvoir avoir une force de frappe beaucoup plus importante pour pouvoir mobiliser les entreprises sur l'ensemble de ces questions. Les objectifs des travaux menés tournent autour de trois grands objectifs. Le premier objectif des outils, c'est de mieux faire connaître le système d'acteurs par l'ensemble des acteurs de l'entreprise, par les salariés, les employeurs. Deuxième objectif, c'est d'inciter les entreprises à se lancer dans des démarches autour de la prévention de la détection de l'usure professionnelle. Et puis, troisième cible, ce sont les acteurs du dialogue social, puisqu'on est sur des objets qui doivent être discutés dans le cadre des instances représentatives du personnel. Concernant la première cible, donc, enfin, le premier objectif, mieux connaître le système d'acteurs. Donc, il y a un travail qui a été mené avec à la fois les acteurs du PRST et les acteurs du PRITH, plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, puisqu'on retrouve à peu près les mêmes types d'acteurs. Et l'idée, c'était de pouvoir construire un outil pour essayer, lorsqu'on est confronté à une situation de maintien en emploi, de difficulté, de savoir vers qui se retourner et puis quel type d'outils on peut bénéficier. Et donc, il y a effectivement une forme de guide interactif qui a été construit et en fonction d'un certain nombre de situations que vous allez pouvoir vous-même définir, on va pouvoir vous orienter sur les types d'aides, les types de dispositifs, les offres disponibles, les systèmes d'acteurs qui peuvent vous aider. Par exemple, voilà. Donc, à ce jour, il y a une trentaine de scénarios qui ont été construits, sachant que cet outil, il est potentiellement évoluable, c'est-à-dire qu'il va évoluer au fil de l'eau, au fil du temps. Voilà, il commence à être opérationnel au jour d'aujourd'hui. Donc, avec les clés d'entrée, c'est à la fois je suis salarié, je suis dirigeant, et selon des situations, voilà, je suis un salarié en arrêt de travail. Vous cliquez sur un petit icône et là, il y a une autre fenêtre qui permet de s'ouvrir et qui permet de vous expliquer quel acteur potentiellement vous pouvez solliciter et puis quelles actions peuvent être envisagées par rapport à votre problématique. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de bien identifier en fonction de votre situation le bon acteur. Parce que le postulat, effectivement, le constat de départ, c'était qu'il y a une galaxie d'acteurs et c'est toujours très compliqué quand on est employeur salarié de pouvoir s'y retrouver par rapport à cette galaxie d'acteurs. Concernant le deuxième objectif, inciter les entreprises à se mobiliser sur la problématique des PDUP, on est parti d'un constat où il y avait trois types de difficultés. La première difficulté, c'était que les entreprises avaient des représentations autour des stéréotypes. Alors Virginie a beaucoup insisté sur la question des seniors, enfin de l'âge, travailleurs expérimentés, mais on a des stéréotypes également sur des problématiques de handicap, y compris sur des salariés en absence. Donc l'idée, c'était d'essayer de commencer à décaler les stéréotypes qui pouvaient être présents dans le monde professionnel pour leur dire, voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez malgré tout faire, et puis y compris un certain nombre de stéréotypes mériteraient d'être décalés. Deuxième difficulté, c'est des représentations pour les acteurs d'entreprise autour des possibilités d'action. À la fois, souvent, la question qui était renvoyée, c'est valable surtout pour les petites structures, c'est que l'employeur, il n'a pas toujours le temps, puisque voilà, il est confronté à énormément de choses et que la question de la prévention de l'insertion, même si ça reste une priorité pour lui, malheureusement, il est débordé par tout un tas d'autres contraintes. Et puis, l'autre représentation, c'est souvent les entreprises, quand elles rentrent sur ces questions-là, elles rentrent par, on va dire, ce qu'on appelle la prévention tertiaire et secondaire. C'est-à-dire qu'on essaye, à un moment donné, de faire face à des salariés qui sont en difficulté en aménageant des postes, en aménageant des environnements. Voilà. Et la logique prévention primaire, c'est-à-dire essayer de mettre en place des organisations pour éviter justement que les salariés s'abîment au travail, ce n'est pas forcément effectivement la clé d'entrée principale. Et puis la troisième difficulté, c'est plutôt des faiblesses qu'on constate en termes de méthode. C'est qu'à la fois la difficulté de pouvoir anticiper, voilà, malheureusement on intervient sur ces questions-là lorsque, entre guillemets, les mots MAUX sont déjà présents avec les situations de handicap, les situations de maintien en emploi, enfin voilà, qui sont constatées. C'est également des difficultés de reconnaître ce que j'appelle la plainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait qu'un salarié exprime une difficulté sur le travail, donc ça nécessite effectivement de questionner qu'est-ce qu'on entend par travail, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est hyper opérationnel. C'est-à-dire qu'on ça fait partie de la détection de ce que j'appelle les signaux faibles. Voilà. Ensuite, il y a des éléments, on va dire, un peu plus méthodologiques autour de ce qu'on appelle l'analyse de la démographie. Quand on fait à un moment donné un accompagnement des structures, souvent quand on demande d'entreprises de donner la structure démographique, les entreprises en moyenne d'âge.
C'est pas forcément leur logique de travailler autour de pyramides, y compris elles ne connaissent pas toujours la structure démographique de leurs salariés. Et puis, dernier élément, c'est effectivement la compréhension du travail, avec cette idée de dire qu'à un moment donné, on a des stéréotypes, des représentations sur le travail, mais il y a une partie du travail qui est invisible, d'où l'importance de pouvoir discuter avec les salariés. Et donc, pour essayer de dépasser ces questions-là, on a construit un certain nombre d'outils, à la fois pour essayer de structurer un argumentaire pour inciter principalement les employeurs à anticiper, à aller sur ces questions-là. Et donc, c'est des outils voilà, pour expliquer pourquoi il est important d'y aller. Donc, pour les sensibiliser sur le fait de travailler aujourd'hui, parce que les structures sont confrontées à des problématiques de transition démographique, sont confrontées à des problématiques d'attractivité. C'est-à-dire que c'est à la fois embaucher des salariés de tout âge, fidéliser les salariés de tout âge, avec un mot-clé, c'est de maintenir dans l'organisation les compétences dites critiques. Et puis surtout, ce qui est important, c'est d'essayer d'expliquer, alors on essaie d'être le plus habile possible, le plus agile possible, c'est globalement, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas le choix. C'est qu'avec le vieillissement démographique, elles vont devoir tôt ou tard aller sur ces questions-là, d'où l'importance de pouvoir anticiper, justement pour essayer de mieux anticiper, mieux préparer le travail de demain. Ensuite, travailler sur un outil qui permet de décaler les stéréotypes. Donc, on avait identifié, au travers d'un groupe de travail, 7 familles de stéréotypes. Voilà, donc on a fait à la fois un petit quiz, donc sous forme papier, mais également un quiz interactif, pour essayer de donner des petits arguments pour décaler, voilà, un certain nombre de représentations qui peuvent exister sur l'âge, voilà, sur le travail, etc. Ensuite, une fois qu'on a construit les outils sur pourquoi il est important de traiter de cette question-là, l'idée ensuite, c'est d'essayer d'outiller sur comment on peut y travailler. Et donc, on a souhaité commencer à travailler autour d'un outil démographique. Et donc, l'idée, c'est de dire que dans les entreprises, il y a beaucoup de données, des données RH, des données effectivement en termes d'âge, des données en termes d'ancienneté, des données en termes de santé, des données en termes de compétences. Essayer de faire un outil qui permet de croiser toutes ces données-là avec, on va dire, 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est déjà que quand on rentre les données, l'outil restitue des graphiques, donc des pyramides d'âge, ce qui permet vraiment d'avoir l'évolution, enfin pas l'évolution, d'avoir une représentation visuelle de comment sont structurées les populations, et non pas avoir la moyenne, puisqu'il est pour moi pas une réalité opérationnelle. C'est de pouvoir croiser un certain nombre de variables. Voilà, les compétences critiques, est-ce que ça concerne plutôt les personnes seniors? Est-ce qu'il y a des métiers plus concernés que d'autres, etc. De manière à essayer d'anticiper, éventuellement, si les personnes sont amenées à quitter le marché du travail, voilà, pour la retraite, etc. Et puis, d'avoir également un outil qui permet de simuler la structure démographique dans 1 an, 2 ans, 5 ans, pour commencer à un moment donné à préparer les RH, la direction sur comment va être structurée effectivement la population de la structure dans 5, 10 ans, etc. Dernier objectif, c'est donc un travail qui a été fait pareil avec beaucoup d'acteurs pour essayer de donner, on va dire, des éléments techniques, méthodologiques à l'ensemble des acteurs du dialogue social. Puisque ce que je vous avais dit en préambule, c'est qu'évidemment, on est sur un objet qui doit être discuté socialement, et donc c'est important de pouvoir outiller les acteurs du dialogue social. Et donc, il y a un groupe qui a permis justement de construire un kit pour l'ensemble, on va dire, des formateurs qui peuvent mobiliser, sensibiliser les acteurs du dialogue social pour les professionnaliser de manière à pouvoir mieux agir sur ces questions-là. Peut-être pour terminer en conclusion, donc en tout cas, on a essayé en tout cas de structurer autour de ce fil rouge-là, c'est que c'est des outils pour agir, mais avec cette idée d'agir le plus tôt possible. Voilà, l'idée, c'est qu'on a essayé de reprendre un petit schéma. L'idée, voilà, c'est que souvent les entreprises interviennent, agissent lorsqu'on va dire les problématiques sont quasiment irréversibles, c'est-à-dire qu'il y a des maux qui sont déjà installés, avec beaucoup de difficultés de pouvoir les prévenir, etc. Et l'idée, c'est d'essayer de pouvoir remonter tout le processus pour travailler dès l'apparition des signaux faibles. Quand je dis les signaux faibles, c'est le statut de la plainte, les premières douleurs. Donc, dans des processus qui sont déjà réversibles pour les salariés, de manière à ce qu'ils quittent prématurément le marché du travail. Puis surtout, c'est l'enjeu de travailler sur la fidélisation, c'est y compris de favoriser l'attractivité des salariés de tout âge. Et puis, d'essayer d'élargir à ce qu'on appelle avec le modèle de l'employabilité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que le fait que le travail intègre ou au contraire, exclut les professionnels du monde du travail, c'est bien le lien entre le salarié avec ses caractéristiques du travail, les caractéristiques de l'environnement de travail. Donc, derrière les caractéristiques de l'environnement, c'est les conditions de travail, c'est les conditions d'emploi, les relations professionnelles, donc avec les caractéristiques qui sont celles-là, et puis les caractéristiques de l'individu par rapport à ses capacités,
physique, mentale, par rapport à ses ressources en termes de compétences et rapport à ses aspirations, donc les questions d'engagement. Et donc, pour s'assurer que la cohabitation entre le travail et les salariés puisse vraiment être intelligente et de manière à favoriser l'intégration et puis le travail justement soutenable comme créateur de sens, etc., c'est de pouvoir travailler avec les organisations pour qu'ils mettent en place des actions qui visent à la fois à préserver l'état de santé physique et mental, qui visent à mettre en place des actions qui visent à développer les compétences tout au long de la vie professionnelle, donc quels que soient les âges, et puis de développer des actions qui visent à stimuler l'engagement, avec notamment travailler sur des questions des parcours professionnels. Donc en tout cas, c'est ce sur quoi on a essayé de pouvoir développer les outils. Et puis pour conclure, par rapport à ce qui a été présenté par Madame Nègre, hein, donc voilà, aujourd'hui, il y a des priorités effectivement des politiques publiques pour travailler sur la question des salariés expérimentés. Donc là, c'est juste pour vous présenter rapidement une offre que l'ARACT propose aux entreprises. Donc c'est une offre donc, financée par l'ADRES qui propose aux entreprises d'être appuyées gratuitement par l'ARACT sous une forme voilà, multiple. Donc nous, l'idée, c'est de s'adapter. Un accompagnement de 1 à 3 jours pour vous aider justement à mieux appréhender la problématique des travailleurs expérimentés dans vos organisations. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à appeler soit ma collègue, soit moi, pour voilà, de discuter sur quel type d'accompagnement on peut vous proposer. Merci bien. Du coup, bonjour à tous. Alors, je me présente, moi je suis le docteur Nicolas Garceran. Donc, je suis médecin du travail dans le service à Prévia et je porte depuis 2 ans et demi, le projet PDP au sein du service de prévention et de santé au travail. Alors, je vais commencer par quelques petites notions générales et puis quelques données pour illustrer un petit peu le contexte. Et puis, on rentrera ensuite sur des choses un peu plus concrètes sur le travail que fait notre cellule PDP. Alors, je commence par une autre. Bon, ça, c'est une notion qui a déjà été définie. Alors, je vais juste reprendre cette définition, moi, qui me plaît, qui me séduit pas mal. Donc, moi, je définirais la PDP. Alors, vous verrez, moi, je parle de PDP. Alors, je devrais parler de PDUP. Bon, c'est des petites coquilles, hein. Donc, la PDP, c'est avant tout une rupture d'équilibre. Une rupture d'équilibre entre, d'un côté, la santé d'un individu, d'un travailleur, qui est un ensemble de ressources pour faire face aux exigences d'une activité de travail, et de l'autre côté, le travail qui peut être défini comme un ensemble d'exigences et de moyens pour produire une activité. Et donc, dans certaines situations, il y a une rupture de cet équilibre, une désadaptation qui peut mener à un risque de désinsertion. Ça peut être le fait d'un problème de santé, ça peut être le fait d'un environnement de travail qui est inadapté, ça a été évoqué un peu plus juste avant. Les enjeux autour de cette désinsertion, ils sont de 3 niveaux. Des enjeux sociaux, puisqu'il peut y avoir effectivement une perte d'emploi. Ça a été évoqué via le nombre important d'inaptitudes, c'est ce qu'on souhaite éviter. Et puis éviter aussi tous les risques liés à cette perte d'emploi, le risque d'isolement, de précarisation au niveau individuel. Il y a des enjeux économiques pour l'employeur, bien évidemment, hein. C'est le fait de réduire les coûts directs et des arrêts de travail, mais aussi indirects, puisque on sait que quand il y a des arrêts de travail, il peut y avoir des impacts sur les organisations de travail, il peut y avoir des baisses de performance et des enjeux humains, donc d'amélioration de la qualité de vie au travail, mais aussi des enjeux d'intégration sociale et professionnelle. Les facteurs de cette PDUP, ils ont déjà été rappelés, je les rappelle assez rapidement. L'usure professionnelle, le phénomène de vieillissement, on va y revenir. La maladie, qu'elle soit de nature professionnelle ou la maladie ordinaire, c'est-à-dire la maladie qui est liée à des facteurs extra-professionnels. L'accident du travail, hein, la sinistralité et les pathologies qui sont génératrices de handicap. J'ai surligné en jaune tout ce qui relève du risque professionnel, donc l'usure professionnelle, la maladie professionnelle et l'accident du travail, qui participent quand même pour une large partie à ce processus. Alors, quelques chiffres en Occitanie, je m'excuse par avance, puisque les chiffres que je vous annonce, ce sont des chiffres qui concernent la région Languedoc-Roussillon. Mais de façon générale, on constate quand même que les inaptitudes s'accroissent avec l'âge, hein. C'est vraiment directement en lien avec le phénomène d'usure, avec la problématique des travailleurs seniors, des travailleurs expérimentés. Ça, c'est un chiffre relatif au handicap et au maintien en emploi. En 2019, il y avait 127 000 bénéficiaires de l'AAH.
En Occitanie, en 2017, 42% de la population avait plus de 50 ans, donc presque un travailleur sur deux. Et les maladies professionnelles doublent tous les 10 ans après 30 ans. Ensuite, quelles conséquences ça a? Ça a une conséquence sur le taux d'occupation des emplois, et on voit qu'il y a un net décrochage à partir de 60 ans. Voilà, avec un effondrement du taux d'occupation des emplois. Donc l'enjeu, il est vraiment d'aller cibler nos actions sur cette population, voilà, avoir une stratégie ciblée pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas un décrochage aussi important à partir d'un certain âge. Alors les secteurs, nous, en Languedoc-Roussillon, c'est important de savoir un petit peu, d'avoir ce profil un peu sectoriel puisque les risques ne sont pas les mêmes en fonction des secteurs et les interventions ne seront pas les mêmes. On va le voir un peu plus loin. En Languedoc-Roussillon, alors nous, notre service, je vais le présenter à Prévia, c'est Aude-Ariège, mais on a une assise assez importante dans l'Aude, d'où ce ciblage en Languedoc-Roussillon. Les principaux secteurs, donc c'est les activités de service, donc banque, assurance, administration, mais aussi le travail intérim, l'aide à domicile, les entreprises de nettoyage et le sanitaire et médico-social. Et ensuite, il y a les secteurs du commerce alimentaire et non alimentaire. Voilà les principaux secteurs sur notre territoire Languedoc-Roussillon. Quelques données de sinistralité, c'est toujours important, même si, bon, effectivement, c'est vraiment des approches chiffrées, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a au centre. Un salarié sur 26 est victime d'un accident du travail, avec 21 décès et un coût très conséquent, 170 millions de dépenses, d'euros de dépenses par l'assurance maladie. En termes de sinistralité, ça se répartit préférentiellement sur certains secteurs et ça va nourrir des approches sectorielles. C'est-à-dire si on veut agir efficacement pour réduire cette problématique de désinsertion, il faut aller agir sur les accidents du travail dont on a vu précédemment qui sont à l'origine de certains cas de désinsertion. Les principaux secteurs sinistrés affectés par les accidents du travail en 2021 en Languedoc-Roussillon, on voit bien que c'est le BTP, les activités de service, l'aide à domicile, qui est un secteur très touché par les problématiques de désinsertion, les entreprises de nettoyage, le médico-social. Voilà. Et vous voyez ces autres secteurs. Ce qui est intéressant, c'est on voit bien que l'indice de fréquence régionale, là, il dépasse nettement l'indice de fréquence nationale. Donc il y a une sinistralité qui s'exprime un peu plus en Languedoc-Roussillon, en tout cas sur cette année-là. Quelles sont les causes de ces accidents du travail? Alors là, on rentre un peu plus dans une approche un peu qualitative. On voit qu'il y a une large partie de ces accidents du travail qui sont le fait des manutentions manuelles. Plus de la moitié des accidents du travail. Ensuite, on voit qu'il y a bien les chutes de plein pied, qui sont un petit quart à l'origine d'accidents du travail, les chutes de hauteur, et puis ensuite le risque lié aux outils, les agressions, voilà, le risque routier, et puis une catégorie autre, voilà, risque chimique, risque lié aux machines. Alors après ces quelques petites diapositives, je rentre un peu plus concrètement dans le rôle que jouent les services de prévention et de santé au travail, notamment en prévention tertiaire. Alors ça a été rappelé par Emmanuel Albert, la prévention tertiaire, moi je dirais que si on fait la métaphore avec la pathologie, avec la maladie, c'est on évite l'aggravation de la maladie quand elle est déjà installée. La prévention primaire, c'est on agit plutôt sur les facteurs de risque de cette pathologie. Alors, notre service à Prévia, il se décline sur 2 territoires, Aude à Ariège. Aude, on ne couvre pas l'ensemble du territoire puisque la partie du littoral, c'est le service de santé au travail de Narbonne. J'ai rappelé, on suit 7500 entreprises, 80 000 salariés et nos missions prioritaires. Donc, cette dernière mission de prévention de la désinsertion professionnelle, elle a été très fermement réaffirmée par une loi santé-travail de 2021. Maintenant, c'est une obligation légale et réglementaire que d'agir dans cet axe-là de prévention de la désinsertion, en structurant donc des cellules PDP au sein des services. Et puis les missions historiques, donc c'est la surveillance de l'état de santé des individus, des travailleurs et toute notre activité de conseil et de prévention des risques professionnels au sein d'une pluridisciplinarité, puisque maintenant depuis de nombreuses années, les services de santé au travail, on parle plus de médecine du travail, mais de services de prévention et de santé au travail, puisqu'il y a des ergonomes, des psychologues, des assistants sociaux, des infirmiers, toute une catégorie de personnel et qui permettent d'avoir des approches transdisciplinaires. Voilà, notre service, donc c'est 93 collaborateurs. Alors voilà, schématiquement un petit peu, nous, la proposition qu'on a faite pour structurer cette cellule PDP, puisque chaque service a une certaine liberté de répondre à cette commande de prévenir
la désinsertion. Alors, il est demandé d'être sur le champ individuel, sur le champ collectif aussi. Nous, donc, sur la partie individuelle, finalement, cette cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose une revue de dossier, finalement. Donc, ce sont des revues mensuelles où on discute collectivement donc, de situations jugées complexes, donc à risque important de désinsertion. On n'inclut pas l'ensemble des situations à risque, puisque c'est vraiment de plus en plus, nous, en tant que médecin du travail, en tant que consultant en santé au travail, ça fait partie de notre routine, hein. On voit tous les jours des personnes qui sont à risque de désinsertion. La cellule, en tout cas, le choix qu'on a fait, nous, ça n'est pas de suivre l'ensemble des situations, mais de suivre les situations les plus complexes. Donc, on a des critères d'inclusion pour vraiment traiter les situations les plus difficiles. Donc, tous les mois, on se réunit avec les acteurs que je vais vous présenter dans la diapositive juste après, mais c'est en gros l'assurance maladie, donc service médical, service social de l'assurance maladie, le Cap emploi et notre service. Et on se réunit donc tous les mois pour discuter collectivement des situations, quels sont les freins au maintien à l'emploi, sur quoi quels sont les leviers qu'il faut activer, et on élabore collectivement ce qu'on appelle un plan de retour à l'emploi, et ensuite on le met en œuvre, on le suit, en laissant toujours le salarié au centre, et puis quand on est sur des projets de maintien en entreprise, bien évidemment que l'employeur a un rôle majeur à jouer, on va le voir. Parallèlement à cet accompagnement individuel, on a mis en place des actions collectives à destination des salariés. Alors, c'était un projet d'atelier mutualisé avec la CARSAT et le Cap emploi, puisqu'on se rendait compte que chacun faisait un effort de sensibilisation auprès du même public. Donc, on a mutualisé ces efforts, on a monté une offre d'atelier donc à destination des salariés avec 2 niveaux. Un premier niveau de sensibilisation sur les enjeux de l'arrêt de travail et un deuxième niveau sur les actions de remobilisation à mettre en place pour favoriser le retour en emploi. Et on a proposé une offre aussi d'information collective avec Cap emploi à destination donc des employeurs. Voilà. Donc on est vraiment soucieux de porter aussi une dimension collective pour faire monter en compétence à la fois les salariés mais aussi les employeurs sur ces questions-là de la prévention de la désinsertion. Ce qui est important, c'est ce qui est en haut. En tout cas, nous, dans l'ADN de notre cellule, c'est la question du recueil de données, puisqu'on était soucieux d'inscrire nos actions de prévention primaire, et je vais vous en parler juste après, en cohérence avec les spécificités de notre territoire d'intervention. Donc pour cela, alors on a des données régionales, des données nationales, mais on était désireux de recueillir des indicateurs et de pouvoir être pertinent sur notre territoire. Donc on a toute une méthodologie de recueil, on l'analyse, ça nous permet aussi d'améliorer notre dispositif de cellules, d'être dans une démarche d'amélioration continue. Mais ce qui nous a paru très intéressant, c'est de cibler en fonction des secteurs les plus à risque les actions dont on pense qu'elles sont les plus pertinentes, donc des actions de prévention primaire. Il nous a apparu très intéressant de faire un retour sectoriel aux employeurs. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples d'informations qui peuvent être rétro-informées aux employeurs pour être le plus efficace possible en prévention primaire. Alors, le schéma fonctionnel de la cellule, le salarié, donc là, on a le parcours de maintien. Alors, une petite parenthèse qui est quand même importante, bien évidemment que là, je parle beaucoup d'arrêt de travail parce que la plupart des salariés que l'on suit, ce sont des salariés qui sont déjà aggravés, qui sont déjà dans un phénomène d'arrêt, et vous allez voir des arrêts qui se prolongent, d'où l'enjeu de l'anticipation, ça a déjà été évoqué au préalable, mais bien évidemment que il ne s'agit pas d'attendre que le salarié soit en arrêt de travail pour intervenir. S'il y a effectivement des signaux faibles, collectivement, on a un rôle de repérage des situations à risque. Donc des salariés peuvent être en poste et manifester des difficultés et représenter un risque de désinsertion. Voilà, donc il s'agit de ne pas attendre que ce salarié se mette en arrêt pour intervenir. Mais vous verrez que je parle souvent d'arrêt de travail parce que c'est la réalité à laquelle on est confronté au quotidien. La plus grande majorité des gens que l'on suit sont en arrêt de travail. Donc là, on a le parcours de maintien, donc c'est la flèche du temps, avec le salarié qui est toujours au centre du plan de retour à l'emploi. Ici, on a les deux principaux projets. On a le projet de retour dans l'entreprise, quand c'est possible, donc soit le maintien sur le poste occupé, moyennant un aménagement de poste, soit une réaffectation, le maintien donc, dans l'entreprise mais sur un autre poste.
Et là, ça c'est d'un tout autre projet, c'est quand il y a une remise en question totale des perspectives de retour dans l'entreprise, eh bien on part sur un reclassement externe, c'est-à-dire un projet de reconversion socio-professionnelle. Donc déjà, c'est pas du tout le même projet, donc on essaie de clarifier cela dès le début du parcours, hein, en fonction des capacités d'évolution de la situation. Et autour du salarié, il y a donc ces 4 acteurs, ces 4 membres permanents qui gravitent, donc le service de santé au travail, le service médical de l'assurance maladie, qui vérifie la justification de l'arrêt maladie, le service social de l'assurance maladie qui a un rôle majeur de sécurisation sociale des parcours pendant l'arrêt, le Cap emploi quand il y a des démarches d'aménagement. Et ensuite, autour de ces membres permanents, il y a des acteurs qui sont très importants. Les acteurs du réseau de soins, hein, donc les médecins traitants qui prescrivent l'arrêt de travail, les rééducateurs, donc médecins rééducateurs, kinés, orthophonistes, ostéopathes, hein, tous ces gens qui participent à la réhabilitation fonctionnelle, et puis d'autres acteurs comme les spécialistes, les psychothérapeutes, et bien évidemment les employeurs. Hein. Sur un projet de maintien dans l'entreprise, sans l'employeur, rien n'est envisageable. La dynamique de l'arrêt, j'en ai un petit peu parlé. Ici, on a la flèche du temps avec le temps qui court et puis les 2 projets hein, que je vous ai expliqués. Et puis, on retrouve un peu ces mêmes acteurs, donc le service médical de l'assurance maladie, le service social de l'assurance maladie, le Cap emploi, qui peuvent effectivement intervenir à tout moment de l'arrêt de travail, qui est initié par le médecin traitant qui est là. Hein. Le médecin du travail qui a un rôle important à jouer via une visite qui s'appelle la visite de pré-reprise que j'espère vous connaissez. C'est la visite qui peut être demandée pendant l'arrêt de travail après 30 jours d'arrêt par le médecin traitant, par le service médical de l'assurance maladie, par le salarié lui-même. Le médecin du travail peut aussi proposer cette visite-là aux salariés. Et c'est une visite qui a pour but d'évaluer l'état de santé de la personne et d'évaluer les possibilités de reprise. Hein, voilà. C'est vraiment le déclencheur de la démarche d'accompagnement. Hein. Donc, il y a une question d'anticipation qui est très importante. Ensuite, bien évidemment, les employeurs avec qui on porte les projets de retour dans l'entreprise. Voilà, la visite de reprise qui vient trancher la décision finale, soit de retour dans l'entreprise, soit de basculement sur un autre projet. Alors là, c'est une diapositive animée, je vais tout dérouler et vous le commenter. Donc, pardon, j'ai fait une erreur, je suis allé un peu vite. Donc, la visite de pré-reprise. Donc, on évalue la situation. S'il n'y a aucun problème, ce terme d'aptitude, inaptitude, c'est vraiment sur les postes, enfin, aptitude en tout cas sur les postes dits de sécurité. S'il n'y a aucun problème, on envisage le retour dans l'entreprise et on déroule jusqu'à la visite de reprise. On valide la reprise sur le poste, parfois même sans aménagement. La situation la pire, c'est une démarche d'inaptitude où il n'y a pas de possibilité de reprise dans l'entreprise. Et là, on part tout de suite sur un accompagnement, sur un projet de reconversion. Entre les deux, quand il y a des aptitudes avec des préconisations d'aménagement, des restrictions, on va se poser la question de quelles actions de remobilisation on peut mettre en place. Ces actions de remobilisation, en fonction du projet, elles ne sont pas les mêmes. Il y a une certaine gradation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces dispositifs, mais le rendez-vous de liaison que vous connaissez certainement, c'est un rendez-vous qui a pour but de rétablir le contact quand il a été rompu entre le salarié et son employeur. Les essais encadrés, ce sont des mises en situation pour ajuster une dynamique d'aménagement. Le temps partiel thérapeutique, ça vise effectivement la réduction du temps de travail pour favoriser le retour. Donc là, on est dans un projet de retour à l'entreprise et toutes ces autres actions, les bilans de compétences, le conseil en évolution professionnelle, visent à favoriser donc un parcours de reconversion socio-professionnelle. Donc on va aller en fonction des situations, décider, arbitrer entre tel et tel dispositif en fonction des projets. Et donc l'issue effectivement de ces actions de remobilisation sont décidées en visite de reprise. Soit on retourne dans l'entreprise moyennant un aménagement, soit il n'y a pas de possibilité de reprise dans l'entreprise et à ce moment-là, il y a souvent une décision d'inaptitude et un basculement sur un projet de réinsertion socio-professionnelle derrière. Alors le cas concret.
C'est une travailleuse senior expérimentée, elle a 57 ans, elle est préparatrice de commandes depuis 14 ans dans la grande distribution, elle est en arrêt de travail depuis plusieurs mois pour des lombalgies invalidantes dues à des contraintes biomécaniques au poste, manutention, posture contraignante, décadence aussi élevée. C'est une dame qui présentait une fatigabilité importante en lien avec sa pathologie physique, mais aussi parce qu'elle avait une problématique d'illettrisme. Donc elle avait des limitations cognitives qui généraient donc des difficultés de lecture-écriture, mais aussi une certaine inhabileté numérique qu'elle a toujours compensée dans le cadre de son activité professionnelle, mais là, qui générait quand même une fatigabilité. Et vous allez voir, c'est sur cela qu'on va jouer pour favoriser son maintien. Elle a toujours évoqué une forte motivation pour rester dans l'entreprise malgré les difficultés, et l'employeur a toujours été soutenant. Les restrictions médicales, elles portaient sur la manutention manuelle, les postures pénibles et les stations debout prolongées, mais aussi sur l'organisation du travail, sur l'adaptation des règles du poste, puisqu'elle avait besoin de pauses récupératrices. Elle avait effectivement donc des limites cognitives à la lecture et compréhension de consignes, mais aussi sur le traitement de l'information dans le contenu de son activité. Les actions de la cellule PDP, il y a eu une évaluation pluridisciplinaire autour du médecin du travail. Une étude de poste a été réalisée par nos ergonomes. On a mobilisé en toute complémentarité les assistantes sociales, à la fois celles qui travaillent dans notre service, mais aussi dans le service social de la CARSAT. Et on a sollicité donc Cap Emploi en attente d'une RQTH qui, vous allez voir, n'est pas venue dans le courant du parcours. Il y a une première proposition de reclassement interne au sein de l'entreprise qui a été faite sur un poste d'hôtesse de caisse automatique sur un autre site. Donc elle passait de préparatrice de commande à hôtesse de caisse en libre service. On a voulu valider ce projet par un essai encadré qui a été réalisé avec accord de l'employeur, avec une étude ergonomique et une deuxième étude ergonomique qui a été faite, et avec une mise en situation et une analyse de l'activité. L'analyse de l'essai encadré a dégagé des points positifs, puisque le poste qui était proposé était cohérent d'un point de vue physique, il n'y avait pas de manutention, le travail pouvait être fait assis ou semi-assis. Au niveau relationnel, tout se passait très bien, mais il y avait des points de blocage parce qu'il y avait des tâches qui n'étaient pas maîtrisées de façon pleinement autonome. Elle avait besoin d'un accompagnement, notamment sur la lecture de bons, la saisie manuelle et la vérification des dates ou de codes. Et donc ça a fragilisé la confiance en soi de cette personne. Donc il y a eu une remobilisation, une réorientation du projet, d'autant plus qu'il y a eu un refus de la RQTH, et donc on a travaillé sur l'employabilité. Le frein, en l'occurrence, là, c'était l'illettrisme. Donc, on a cherché, dans le cadre de notre réseau, quelles étaient les possibilités de renforcement de ses compétences, toujours dans une optique de maintien dans l'emploi. Donc, on a fait un diagnostic linguistique avec le CREPA, et ensuite, on a orienté cette personne vers une formation citadelle qui était adaptée pour elle, puisque ça visait les compétences de base. On a présenté ça à l'employeur pour le financement, qui a été fait moitié pris en charge par l'employeur, moitié par la mobilisation du CPF. Et au final, on a réaffecté cette personne sur un poste d'hôtesse de caisse classique à temps partiel thérapeutique 50%. Voilà. Donc là, on a axé en fait la dynamique de maintien sur l'employabilité. Les résultats obtenus, grâce à une démarche globale et coordonnée, on a réussi à maintenir la dynamique d'emploi malgré un premier échec de reclassement. L'employeur a été extrêmement impliqué. Il y avait une vraie volonté de maintenir cette personne dans l'entreprise. Et les freins et limites du système, il y avait quand même certains délais d'accès aux formations parce qu'il y a un manque assez cruel de dispositifs sur notre territoire. Mais on a réussi malgré tout à trouver une solution. La prévention primaire, je vais aller à l'essentiel. Au sein d'un environnement de travail, il y a toujours des risques professionnels, le risque psychosocial, le risque manutention, le risque TMS. Eh bien, le travailleur senior, il joue, et même le travailleur en situation de fragilité, il joue un rôle de sentinelle. C'est-à-dire que c'est celui qui va indiquer quels sont les risques qui sont générateurs d'un processus de désinsertion. Et dans une démarche de prévention primaire, nous, notre intention, c'est d'aller communiquer aux employeurs quels sont les risques dont on sait qu'ils génèrent de la désinsertion. Dans un but d'aller intervenir de façon plus préférentielle sur ces risques-là, et d'aller rétroalimenter le DURP et d'adapter les plans d'action en conséquence derrière. Donc nous, pour jouer ce rôle-là, on recueille des indicateurs et on rétro-informe les employeurs sur les risques les plus importants. Ça donne par exemple cela dans le secteur de la grande distribution, et on fait un comparatif entre les supermarchés et le secteur de l'aide à domicile. On voit que les éléments déclencheurs des ruptures médico-professionnelles ne sont pas forcément les mêmes. Dans la grande distribution, on a
ici, les contraintes biomécaniques dynamiques qui jouent pour 25% des situations provoquent des ruptures médico-professionnelles. Donc là, on est sur le risque manutention, risque TMS. Ici, c'est l'accidentologie. Ici, c'est le risque psychosocial, hein, le risque lié aux organisations, aux relations et aux conflits éthiques. Et là, on a une part de raisons extra-professionnelles. Dans le secteur de l'aide à domicile, on voit que les contraintes biomécaniques dynamiques, donc principalement la manutention, hein, ça joue ça participe pour plus de la moitié des situations de rupture. Donc là, on ne va pas avoir tout à fait le même discours chez un employeur de la grande distribution que chez un employeur de l'aide à domicile, parce que ça n'est pas le même profil de situation. Pareil pour les pathologies, on voit que là, c'est globalement le même type de profil de pathologie, mais les principales atteintes par secteur, on voit que dans la grande distribution, c'est des atteintes locomotrices, pathologies dorso-lombaires, des TMS, épaules, coudes, poignets, des atteintes, des pathologies psychiatriques. Dans le secteur de l'aide à domicile, c'est un peu les mêmes profils. Voilà. J'ai encore 2 diapos et je laisse la main. On recueille des indicateurs aussi sur des réalités sociales. La question de l'anticipation, on sait que le délai moyen entre le début de l'arrêt et le début de l'accompagnement, il est de 6,6 mois dans le secteur de la grande distribution, ce qui est déjà conséquent. Mais regardez, dans le secteur de l'aide à domicile, c'est en moyenne 10 mois. Donc on est déjà dans des personnes qui sont dans des situations un peu de sinistrose, où il y a déjà un désengagement du travail. C'est beaucoup plus difficile d'aller réhabiliter, d'aller motiver une personne qui est arrêtée depuis près d'un an qu'une personne qui vient d'être en mise en arrêt. Le taux de RQTH, bon, 27-35%. Et ici, la présence d'un facteur psychosocial aggravant dans la grande distribution, alors sur notre territoire, hein, dans 42% des situations, il y a des situations de tension psychosociale. On sait que maintenir quelqu'un dans l'emploi, c'est toujours plus difficile quand il y a des tensions psychosociales. La moitié de notre file active, pour l'année 2024, 50% des personnes souffraient de troubles anxio-dépressifs. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre en compte aussi. Les efforts d'aménagement, bien, nous, les prescriptions d'aménagement, les efforts que l'on demande auprès des employeurs portent sur les tâches, hein, mais aussi sur l'adaptation des règles du poste. Hein. Donc parfois les employeurs disent mais nos organisations ne nous permettent pas d'aménager les postes. Donc ça c'est aussi une dimension où effectivement quand on a des organisations du travail qui sont contraintes, on réussit un peu moins bien les projets de maintien. Dans l'aide à domicile, c'est un peu pareil, sauf qu'on demande aussi d'intervenir sur les cycles de travail et sur les charges physiques des postes qui sont assez conséquentes. Et je finirai sur la dernière diapositive, désolé, j'ai un peu dépassé, mais c'est les appuis au financement des solutions. Sans financement, on ne peut pas réussir nos projets. Il y en a 2 principaux, l'AGFIP pour effectivement les travailleurs en situation de handicap, via le dispositif Cap Emploi, hein, qui est prescripteur, mais de plus en plus le FIPU, hein, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure, à la fois sur une approche collective sur 3 risques fléchés. Hein. Alors ça, c'est des subventions CARSAT, hein. Manutention, posture pénible, vibration, mais de plus en plus sur des situations individuelles avec une complémentarité maintenant des financements entre le FIPU et la GFIP. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très très clair et merci beaucoup pour les exemples. Et on est toujours bon dans le timing, donc ça va. Allez-y, Madame Vidal. Bonjour, je viens vous présenter le cas de l'entreprise AgriViva. AgriViva, c'est une légumerie qui est installée dans le marché-gare de Montpellier. On a 900 mètres carrés d'atelier. Et on a 3 missions. Donc, la première mission, c'est une mission agroalimentaire. On fabrique ce qu'on appelle de la 4e gamme. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, on transforme des légumes qui nous arrivent bruts des producteurs. On les lave, on les pare, on les coupe. Et la 4e gamme, c'est pas cuit, c'est cru et c'est prêt à être soit assaisonné si c'est de la crudité, soit cuisiné pour des légumes à cuire. Nos clients principaux, c'est la restauration collective, pour faire rapide. Donc, tous les enfants de la ville de Montpellier, quand ils mangent des légumes, ce sont des légumes qui viennent d'Agriviva. Les collégiens aussi, la plupart qui sont rattachés à des unités de production dans l'Hérault, ça vient d'Agriviva. Et puis après, on va travailler pour une grosse cuisine de chez Elior et d'autres groupes de la restauration collective. Donc notre première mission, c'est d'amener des solutions pour végétaliser les assiettes. Donc on propose à peu près tous les légumes, seuls ou mélangés, différents types de découpes. On a des offres qui sont saisonnalisées pour maximiser l'utilisation de produits locaux de saison. Et puis, depuis un peu plus d'1 an, on propose également des choses qui sont cuites, notamment des légumineuses. Donc, on a investi dans un petit atelier chaud
des légumineuses qui viennent remplacer les protéines animales et donc répondre aux besoins de mettre plus de végétal dans les assiettes et moins de protéines carnées. Donc, on fait de la pasteurisation des légumineuses que vous voyez qui sont cultivées dans l'Aude. Voilà notre travail. Notre deuxième mission corrélative, c'est de soutenir la production maraîchère locale. C'est-à-dire que on est là dans une vision qui est de reterritorialiser l'alimentation, donc de travailler le plus possible avec des producteurs, de leur sécuriser prix et volume sur une campagne et leur dire, OK, cette année, je t'achèterai tel volume de tel légume à tel prix. On s'entend sur un prix avant saison, un prix qui respecte le travail du producteur. Et comme ça, on lui sécurise des revenus sur la saison. Donc, on essaie de faire le plus possible avec des producteurs locaux. C'est des données, c'est des chiffres qui sont en croissance. Après, tout ne pousse pas localement à tous les moments de l'année. Donc, on va chercher aussi des matières ailleurs en France. Et pour 10% de notre production, ça provient de l'Europe, donc Espagne ou Italie. Notre troisième mission, c'est développer l'insertion par l'activité. Donc, nous sommes une entreprise d'insertion par l'activité conventionnée par l'État. Et donc, on est conventionné pour 9 ETP. Donc, ça génère pour nous des subventions, mais surtout, on finance un accompagnement par un conseiller en insertion professionnelle qui fait le lien entre la personne, son projet professionnel et les services sociaux, sa situation sociale qui a fait qu'elle était éloignée de l'emploi d'un emploi durable. Et donc, nous, notre rôle, c'est pendant le temps de passage de la personne chez Agriviva, c'est de lui amener des compétences, de l'employabilité, du savoir-faire, bref, tous les éléments nécessaires qui lui permettent de se rapprocher d'un emploi durable. Pour beaucoup de personnes, dans le contexte d'Agriviva, c'est un hasard, mais c'est le français qui n'est pas forcément évident parce qu'on a pas mal de réfugiés politiques. Donc, quand on ne parle pas bien le français, c'est compliqué de trouver un boulot derrière. Donc, pendant le temps de la présence chez Agriviva, on va financer des cours de français langue étrangère pour que les personnes puissent progresser en français et devenir plus employables. D'autres personnes, ça pourrait être même le code, passer le permis de conduire, parce que ça les éloigne de l'emploi de ne pas avoir le permis de conduire. Et puis pour d'autres, c'est vraiment des formations en agroalimentaire dans notre contexte. Quelques chiffres clés. Agriviva a été créé en 2016. On est une petite trentaine. Donc, vous voyez, avec un tiers en insertion. On a un certain réseau, donc plus de 20 partenaires agriculteurs locaux. On a transformé 900 tonnes de légumes l'année dernière, un quart en bio. Et cette année, on devrait faire 2,3 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est une entreprise en croissance et vous verrez que ça a son importance dans les aspects sécuritaires. En résumé, sur le territoire, une légumerie de territoire, c'est au service à la fois des mangeurs du territoire pour accompagner la végétalisation des assiettes, des agriculteurs en développant des filières locales. Donc, on est vraiment le trait d'union entre les producteurs locaux et les mangeurs locaux. Et c'est grâce à ce trait d'union que vos enfants peuvent avoir des salades de latte dans leurs assiettes s'ils habitent dans l'Hérault. Et donc, au service également des habitants, puisqu'on favorise l'insertion par l'activité. Voilà, planter le décor. La sécurité chez Agriviva. Alors déjà, donc moi, ça fait 2 ans et quelques que je suis dans l'entreprise. Le premier point, c'est que on n'avait pas franchement de culture sécurité. Il n'y avait aucun suivi. C'était relativement artisanal en fait. Et donc la démarche a été d'abord d'installer une personne qui était préventeur sécurité. Donc c'est la personne qui fait aussi la qualité dans l'entreprise. De mettre en place des suivis d'indicateurs pour savoir de quoi on parlait et où étaient les problèmes, et de commencer à communiquer sur le sujet, soit en CODIR, soit auprès du CSE. En 2024, donc vous voyez qu'on a une accidentologie qui est très élevée en fait, hein. Donc on a eu 17 accidents, beaucoup de chocs, de choses qui tombent, de je me cogne à telle machine, beaucoup de coupures parce qu'on travaille avec des couteaux forcément pour couper les légumes, des accidents chimiques, projection de produits chimiques pendant la manipulation et un TMS. Et après, on essaie de relever les presque accidents et les situations à risque. Les actions de départ qu'on a mises en place, donc
on a mis en place des quarts d'heure qualité, hygiène, sécurité. Et on a pu aborder le risque chimique. Et donc, désormais, on oblige le port de lunettes quand il y a manipulation de produits chimiques et seules certaines personnes sont habilitées à toucher des produits chimiques. On a obligé le port de gants anti-coupure. C'était pas gagné, c'est-à-dire que les habitudes sont difficiles à changer. Donc, manipuler des légumes avec des gants un peu épais, c'est différent. C'est a priori moins facile que de les manipuler juste avec un simple gant en latex. Donc, il a fallu vraiment beaucoup travailler auprès des gens pour qu'ils utilisent les gants anti-coupure. Mais bilan, on n'a quasiment plus jamais de coupure. Donc, ça marche. C'est QFD. Et enfin, donc, on avait des risques de chute et des situations à risque, notamment parce que enfin, les gens montaient dans une trémie d'alimentation pour faire tomber des légumes et c'était particulièrement dangereux comme situation. Et là, tout simplement, on est allé vers l'interdiction. Et finalement, on a trouvé des solutions pour pouvoir faire ce que l'on faisait sans forcément se mettre en danger. Donc ça, c'est, je dirais, un premier niveau d'action. Ensuite, on s'est rapproché de l'ARACT, de monsieur Emmanuel Albert, qui nous a fait une intervention dans le cadre de ses missions, qui a consisté à faire un diagnostic sur site pendant 2 jours et à animer des réunions collectives pour comprendre les problématiques qui existaient et les opportunités, les ressources dont nous disposions pour pouvoir les lever. Donc, des problématiques posturales avec des gestes pas forcément évidents à réaliser quand il faut vraiment se pencher pour aller ramasser avec une sorte de pelle des légumes qui sont au fond d'un contenant, par exemple. Des problématiques d'effort de force avec des ports de charge, de la répétitivité de gestes, notamment au conditionnement. Après, des aléas qui viennent amplifier la perception et ce que Monsieur Albert a appelé les irritants, c'est-à-dire que le travail n'est pas facile. C'est un travail nous on est dans le travail dans le froid, l'humidité, on fait des gestes répétitifs. Mais si en plus il y a des événements qui viennent perturber le fonctionnement, ben, la perception de la pénibilité, elle est tout autre. Donc, il nous a invités à travailler sur ces irritants. Et puis, on a également, enfin, il a aidé à identifier qu'il y avait quand même une bonne solidarité entre les gens, entre l'équipe, que les gens étaient disponibles et que globalement, tout le monde était motivé pour améliorer la situation. Partant de là, des actions ont pu être listées. Certaines ont été mises en œuvre suite à votre intervention, Emmanuel. Je vous avais jamais fait le feedback, mais donc on a reconfiguré notamment une ligne salade où il y avait une rupture de charge et on était obligé de prendre la salade qui tombait dans une bassine et relever la bassine pour la mener dans un bac de nettoyage. Donc il y avait une personne qui faisait ça toute la journée. Maintenant, on a un convoyeur qui fait la démarche d'amener la salade d'un point bas à un point haut. On a acheté du matériel manquant. Ça faisait partie des irritants, c'est-à-dire que il manquait, par exemple, il peut manquer à un endroit un tire-palette. Allez, je vais devoir traverser tout l'atelier pour aller chercher mon tire-palette. Donc, c'est pénible. J'ai pas le matériel au bon moment, au bon endroit. Donc, ça, on a veillé à ce que chaque zone dans l'atelier dispose de son matériel bien maintenu. On a également amélioré l'accès à l'eau en différents points de l'atelier parce que sinon, il fallait, pareil, par endroit, faire pas mal de mètres pour aller chercher de l'eau, la ramener. Tout ça a été compliqué et générait des situations pénibles de port de charge. On a également amélioré la qualité des matières premières entrantes. Euh, Agriviva, jusqu'à présent, avait une relation auprès des producteurs disant on vous prend tous vos écarts de tri. Parce que on a cette mission très orientée vers les producteurs pour les aider à sortir leur cam, pour les aider à fonctionner. Mais aujourd'hui, on a ce curseur, il était très extrême. Après, dans l'autre sens, l'autre curseur extrême, ce serait de dire bon, mais on est une industrie et on veut des pommes de terre carrées, quoi. Donc, entre les deux, il y a plein de catégories et de différences de qualité de la matière première et on a légèrement amélioré ce que l'on pouvait accepter en entrée de ligne de manière à ce que ça devienne correct en fait pour pouvoir être travaillé par les opérateurs. Parce que sinon, si tout d'un coup ils se retrouvent avec une matière qui a beaucoup changé dans ses spécifications, eh ben, ça va être un travail plus difficile à mener,
plus long. Du coup, ils vont avoir l'impression de pas bien faire leur travail. Ils vont se dire, ah, ça va me prendre encore plus de temps aujourd'hui. Enfin, la perception de la pénibilité est tout autre. Et enfin, un autre axe qui avait été suggéré, c'était de travailler sur la longueur des CDD d'insertion, donc avec les ETP en insertion. On a toujours une première période de 4 mois, c'est un premier CDD d'insertion, et après, ben, on peut empiler les CDD jusqu'à le temps du pass insertion de la personne, c'est maximum 24 mois. Et historiquement, c'est vrai qu'on faisait de 4 mois en 4 mois. Sauf que ça, c'est un facteur qui est un peu stressant pour les salariés et peu fidélisant parce qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité dans leur vie, sur leur parcours. Donc, ce que l'on a convenu de faire en interne, c'est que passer la première période de 4 mois, si tout se passe bien, ben, on signe jusqu'à la fin de l'année suivante. Donc, de manière à donner une période de temps suffisamment longue pour le salarié pour sentir qu'il peut développer ses compétences et son employabilité dans l'entreprise, et donc pour le fidéliser un peu plus. Ce que l'on n'a pas fait suite à votre intervention, Monsieur Albert, c'est qu'on n'a pas continué à travailler sur les opérations à risque de TMS et les solutions à mettre en œuvre, parce que c'est peut-être plus complexe aussi. Ça demande plus de temps de travail, de réflexion, d'expertise aussi. Voilà, on n'a pas non plus finalisé l'organisation de rotation sur les postes pénibles. Il y a quelque chose enfin, c'est déjà plus ou moins organisé, mais de manière informelle par les chefs d'équipe, mais c'est pas structuré, réfléchi, pensé. Donc ça, c'est des choses qui nous restent à faire. En 2025, sur le premier semestre, vous voyez que proportionnellement, on a moins d'accidents. Par contre, vous voyez augmenter les presque accidents, les situations à risque. Et en fait, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. C'est parce qu'il y a une culture sécurité qui se met en place et que les informations remontent mieux, que tout le monde participe, enfin tout le monde, petit à petit, chacun essaie de participer à l'identification des situations à risque et des presque accidents. Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on parle des choses, on se dit les choses au lieu de précédemment, surtout ne rien dire, on ne sait jamais. Et il y avait ce changement culturel à opérer. Et vous voyez qu'en termes de coupure, eh ben, on est passé, on a eu juste une coupure et enfin, c'est une situation très particulière qui s'est passée et que l'on a expliqué. On a par contre les TMS qui remontent, clairement. On a eu une fracture aussi parce qu'il y a une personne qui est tombée dans une chambre froide. Et la cause racine, c'est qu'on est une entreprise en croissance, comme je vous disais, et que notre chambre froide produit fini qui sert de lieu de préparation de commande devenait saturée. Et donc la personne a fini par trébucher sur quelque chose parce qu'il n'y avait plus de place pour se retourner. Et c'est assez classique. Ce qui a pu être mis en place déjà en 2025 par rapport aux chutes, c'est qu'on a équipé des rigoles de caillebotis. Alors, il y avait des caillebotis auparavant, mais qui étaient tout tordus, donc le réflexe, c'était de les enlever parce que c'était pas pratique, et donc il y avait des trous. Donc maintenant, on a rééquipé de caillebotis toutes les rigoles. On a agrandi cette fameuse chambre froide. On a mis en place également de manière beaucoup plus cadrée du rangement dans l'atelier. Donc l'atelier paraît moins encombré. On circule mieux. Chaque chose à sa place. Alors plus ou moins, hein, ça reste encore perfectible. Mais en tout cas, il y a moins de risques de chute d'objets, moins de risques de chute de personnes aussi. Également, avec la croissance, on a défini une nouvelle équipe qui est une équipe de nettoyage qui intervient. Donc, les équipes commencent à 6 heures du matin. Cette équipe de nettoyage, elle arrive à partir de 10 heures et elle aide comme ça les équipes de production à maintenir l'environnement propre et rangé. Donc, elles réduisent les situations à risque. Ben là, on a validé l'achat d'une porte à enroulement rapide, qui est une porte qui posait problème également avec risque de chute de porte de chambre froide. Donc, on progresse, mais c'est loin d'être parfait. Aujourd'hui, dans les difficultés que l'on a, c'est qu'on a quand même du turnover. Donc, le temps moyen de séjour des personnes en insertion, au dernier chiffre, on était à 13 mois. Donc, tous les 13 mois, selon les rythmes des personnes, on a des nouvelles personnes qui arrivent qu'il faut intégrer, former, y compris former à la sécurité et au poste de travail, à la posture, etc. Et on est en croissance. Donc, on est sur une croissance autour de 15-20% chaque année.
donc plus de volume à traiter. Et on a une infrastructure, un bâtiment qui nous contraint en termes d'espace. Donc, c'est relativement petit par rapport au volume que nous traitons. Donc, pas beaucoup d'espace, ça veut dire un risque d'encombrement. Et ça, c'est facteur de problème de sécurité. Si on continue sur l'infrastructure, on a un sol qui est relativement glissant, mais le sol ne nous appartient pas. La réfaction d'un sol, ça coûte très cher en agroalimentaire. Donc, c'est des travaux qui sont compliqués à décider en termes d'investissement quand ça ne vous appartient pas, que vous êtes locataire. Et le faire faire à notre bailleur, ben, ça peut prendre un certain temps. Il faut des validations budgétaires. Voilà, ça fait partie des contraintes avec lesquelles nous devons jouer. Et autre contrainte, bah, du fait d'un profil de beaucoup d'étrangers dans l'entreprise, il y a quand même une certaine barrière de la langue. On a notamment en ce moment, en tout cas, beaucoup d'Afghans qui parlent pachtoun et pas nous. Donc voilà, on travaille les cours de français langue étrangère, mais ça crée aussi une certaine difficulté pour se comprendre, pour faire comprendre des instructions, pour faire passer des messages. Donc ça demande beaucoup plus de temps, de pédagogie, d'astuces aussi pour faire passer des messages. Pour 2026, quelques perspectives. Nous avons décidé avec mes patrons de mettre la sécurité au cœur du projet stratégique. Donc il y a deux axes sur ce projet stratégique, profitabilité et sécurité. Donc la sécurité devient une priorité. Et le fait de le monter en priorité, ça va nous permettre d'animer des démarches un peu différemment aussi. On va notamment mettre en place un diagnostic ergonomie avec l'aide d'une ergonome, donc à travers, qui est référencée par l'AREA, donc l'Association régionale des entreprises alimentaires à laquelle nous appartenons, que l'on va faire financer par la CARSAT, couplé à une intervention sur la performance industrielle. Donc on va essayer de travailler vraiment sur un diagnostic précis au poste pour identifier les causes de TMS et définir un plan d'action détaillé. On positionne un budget pour pouvoir réaliser un plan d'action, en tout cas une partie de ce plan d'action. Et en plus, on est en train de définir, on va mettre en place une formation structurée pour tous les nouveaux entrants dans le cadre d'un AFEST, donc des accompagnements à la formation que l'on va réaliser en interne pour développer et les compétences et l'employabilité de tous les salariés avec vraiment plein de modules à passer. Donc les modules pour les 4 premiers mois, les modules pour la suite et les modules pour les fins de période en insertion où je deviens formateur des nouveaux qui rentrent pour créer une boucle d'amélioration continue, un transfert de savoir-faire, de compétences. Auprès de personnes qui, comme moi, commencent un parcours en insertion alors que moi j'en sors et je vais avoir un avenir positif dans l'emploi. Donc on trouve très intéressant de mettre en place ce type de formation pour développer ces compétences. Pour nous, ça fait partie des éléments également de prévention de la désinsertion. C'est-à-dire qu'en rentrant chez Agriviva, un salarié qui est travailleur, hein, on n'enlève rien au fait qu'il faut bosser, hein, c'est pas facile, mais c'est un salarié qui va apprendre, qui va vraiment se former, acquérir des compétences qui vont être validées et qui pourra opposer devant un futur employeur. Et c'est aussi travailler dans une entreprise qui a du sens, mine de rien. On fait des aliments, on nourrit la population au quotidien. C'est notre rôle et on en est assez fiers. Voilà. Donc, nous, on a pris conscience en tout cas que cette mission agroalimentaire ne devait pas se faire au détriment des salariés. On a clairement beaucoup trop d'accidents, de presque accidents, de situations à risque. On n'est pas du tout satisfait de ça. Donc, ce que je vous présente là, en toute humilité, c'est le début d'un parcours vers la sécurité. Voilà. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ce précieux témoignage, voilà, qui illustre bien ce que vous avez pu mettre en place pour intégrer la prévention sur le risque professionnel, notamment en matière de désinsertion professionnelle. Je vous propose juste, avant de passer aux questions-réponses, donc j'avais mis un petit message dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions voilà, aux intervenants. Donc on a un docteur, on a un spécialiste PDUP de l'ARACT, on a une entreprise aussi qui pourra peut-être répondre à des questions que vous posez. Donc allez-y, posez vos questions.
Donc là, vous avez des liens utiles qui sont cliquables hein, sur voilà, les sites du ministère de l'INRS. Vous retrouvez également le site de l'ARACT, voilà, sur les derniers dispositifs et les guides en cours. Tous les outils du PLST sont également disponibles ici, donc il vous suffit de cliquer pour avoir le lien. Du coup, tout est synthétisé ici. Plus Emmanuel avait mis des liens cliquables également dans toute sa présentation sur les outils qu'il a programmés. Comme je le disais en introduction, du coup, on a balayé donc l'ensemble des thématiques sur le programme des rendez-vous santé-sécurité 2025. Donc, si certains étaient inscrits pour le webinaire initialement prévu, donc le 7 novembre, donc sur la QVCT, l'attractivité, voilà, on avait une intervenante qui avait un conflit d'agenda sur cette date. Donc, le webinaire est reporté au 22 janvier. Donc, vous avez dû recevoir le changement de notification. Voilà, donc ça sera le 22 janvier à 14h30. Je vous rappelle que toutes les thématiques, depuis maintenant plus de 5 ans que nous travaillons sur ces programmes, sont accessibles via le replay sur notre chaîne YouTube et il vous suffit de cliquer ici. On a également fait des webinaires donc avec l'autre partenaire qu'on a eu de la santé sécurité, donc les deux CARSAT Midi-Pyrénées. Notamment, voilà, le docteur l'a présenté. Il y a le FIPU cette année qui permet de financer donc tout ce qui est action de prévention. Donc, vous retrouverez les modalités, l'ensemble des contacts en cliquant sur le replay du 27 mai en fait, où on avait présenté plus particulièrement ce dispositif. Tant qu'on est sur la partie programme, comme je vous le disais en introduction, on fait des webinaires, mais on a également en fait des ateliers en fait qui sont organisés dans les CCI territoriales. Et je vais laisser la parole à Sarah puisque elle en propose un justement sur Oui. cette thématique. Oui, donc à la CCI du Gers, donc, nous proposons un atelier en 2026, le jeudi 19 février, sur donc, la thématique de la PDUP, qui sera animée par la cellule PDP du service de santé au travail, le CSTG 32. Voilà. Merci Sarah. Donc les personnes qui sont intéressées, voilà, regardez les pages LinkedIn ou allez sur l'agenda de la CCI du Gers pour avoir le lien d'inscription. Donc vous retrouvez ici voilà, les intervenants et on peut passer maintenant au temps d'échange. Donc je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Oui, c'est pour Madame Vidal. Je prends la parole. Oui, Même vas-y, pas. vas-y, vas-y. Donc, il y a une question pour Madame Vidal. L'accompagnement ergonomique, est-ce du financement FIPU? Ouais, alors comme j'ai mis, en fait, moi, je suis pas trop expert des financements. Je sais que c'est financé via la CARSAT. Après, est-ce que le fonds, c'est le FIPU? Je suppose que vous êtes plus expert que moi autour de la table. Emmanuel, peut-être toi qui as suivi l'entreprise, tu as des éléments de réponse? Alors, c'est moi qui ai posé la question. Parce que Ah, justement, ah oui, d'accord. non, dans les sorties, j'avais renvoyé effectivement, alors Vidal, bonjour, alors, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour, vers effectivement les aides possibles et je vais parler du FIPU. Donc, c'était pour savoir si effectivement c'était l'aide qu'elle avait mobilisée et sollicitée. En fait, on n'a pas encore déposé le dossier, on le déposera en janvier. D'accord. Juste, je me permets d'intervenir, hein. Voilà, il y a trois types de financement, en tout cas sur la CARSAT, qui peuvent être mobilisables. Vous avez enfin, historiquement les subventions de prévention de TPE-PME hein, pour les entreprises de moins de 50. Et après, voilà, quelque chose qui permet d'accompagner plus sur un parcours de prévention qui s'appelle le contrat de prévention. Et plus récemment, donc sorti cette année en tout cas, c'est voilà, le FIPU qui permet de couvrir des actions de prévention, de formation, et également d'animation au sein de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à aller sur le replay du webinaire du 27 mai dernier, vous avez toutes ces informations. Est-ce que nous avons d'autres questions du coup pour nos intervenants? On avait gardé un temps de 10 minutes voilà, pour les questions. Donc après, les présentations étaient très claires.
Peut-être que vous avez besoin de compléments. Mais j'en ai peut-être une du coup pour l'entreprise. Alors, les mesures de prévention, là, elles ont été mises en place à partir de quelle date, du coup, et vis-à-vis de la date de création de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un niveau de maturité nécessaire ou peut-être un facteur déclenchant au sein de l'entreprise pour enclencher ces démarches de prévention, Madame Vidal? Alors, l'entreprise, elle a été créée en 2016. Moi, j'étais pas dans l'entreprise à ce moment-là, donc je ne peux pas trop parler du passé. Je suis arrivée en 2023. Il y a eu un changement de propriété aussi de l'entreprise. Donc, c'est comme, je pense que il faut voir ça comme une entreprise qui était peut-être artisanale et qui devient industrielle. Aujourd'hui, on est une entreprise industrielle, clairement. Euh, on reste une PME, mais on est une entreprise industrielle. Et c'est vrai que, il est nécessaire, quand on change comme ça d'échelle, de changer les process, quels qu'ils soient. Il y a la sécurité, mais il en va de même pour la qualité agroalimentaire, pour la performance industrielle, le pilotage de l'activité. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'entreprise ces 3 dernières années. Voilà, sur cette nouvelle phase, je dirais, de croissance de l'entreprise. Euh, Après, il y a eu, enfin, moi, je suis assez sensible au sujet. Enfin, la protection de mes salariés, ça a toujours été quelque chose qui m'obsède. Et je pense que j'ai été marquée par le fait qu'on a une personne qui a développé une TMS invalidante et elle a été déclarée en incapacité professionnelle. Et ça, c'était en début 2024. Et bon, ça secoue parce que on souhaite jamais que ça arrive. Donc, je pense qu'il y a aussi des prises de conscience comme ça qui arrivent au niveau de la direction et qui font qu'on décide de se mobiliser un peu plus fort. Voilà, alors quand on gère une entreprise en croissance, il y a beaucoup de chantiers comme ça qui sont presque tous prioritaires. Là, je suis contente cette année de pouvoir mettre la sécurité devant le reste, quoi. Voilà. Bon, très bien. Merci pour ces précisions. Donc, un projet global d'évolution d'entreprise et en même temps une prise de conscience aussi sur un cas réel qui est apparu chez vous. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, du coup, on va pouvoir vous libérer, hein. Voilà, juste, on peut noter là qu'il y a un prochain congrès, en tout cas plus pour le secteur du BTP. Vous avez dû le voir dans le chat. Donc voilà, construire sans se déconstruire, le défi de l'allongement du temps de travail dans le BTP. Merci pour cette information. Mais C'est organisé par qui, Vincent? c'était en juin 2027, donc Non, mais c'est d'accord. organisé par. Quand je dis Ben c'est là, par c'est une qui, parce personne du que. SRAS BTP, donc je pense qu'il y a plusieurs. J'ai pas toutes les informations. Voilà, je pense que c'est un groupement. Il me tendait un piège, je sens, pour que je connaisse Oui, c'est l'acronyme. C'est ça. GNMS BTP. Donc c'est vrai que les sigles-là, c'est fort, hein. Non, non, mais je vous confirme, j'ai eu connaissance de ce congrès. Euh, du coup, mais c'est à échéance longue, mais effectivement, il y a un congrès qui se tiendra, je crois, à Toulouse, organisé par les services de prévention et de santé au travail du BTP, sur justement la prévention et la désinsertion, l'allongement du temps de travail, etc. Super. Je Oui, vois pour qu'il y les a une diagnostics question autour. économiques, c'est également les CARSAT qui peuvent éventuellement vous accompagner. Après, vous avez aussi votre service de santé local qui peut répondre à ça. Je ne sais pas, peut-être, docteur, si c'est des choses que vous êtes amené à proposer chez vous. Ah ben oui, complètement, hein. Nous, on a des ergonomes et très souvent, il y a des ergonomes dans les services de prévention et de santé au travail, hein. Ça fait partie de la pluridisciplinarité. Donc,
On peut tout à fait, et ça fait partie de nos missions de proposer des regards ergonomiques et voilà, pour conforter des démarches d'aménagement de poste. Bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de votre service de santé au travail. Qui feront le lien aussi avec les CARSAT s'il y a besoin de financement complémentaire. Tout à fait, ah oui, complètement. Très bien, bah écoutez, merci pour votre participation, merci à l'ensemble des intervenants, merci aussi à nos partenaires pour l'organisation de ces webinaires. Et si vous voulez continuer du coup à dialoguer prévention des insertions professionnelles, donc vous avez bien noté le 9 décembre du coup à Perpignan et le 11 décembre à Toulouse. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve du coup pour les rendez-vous santé-sécurité en 2026. À très vite, au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir.